Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Questions d'actu. Actualité oblige, nous nous intéressons ce soir au marché du pétrole. Contre toute attente ou presque, les prix repartent à la baisse devant une situation d'abondance de l'offre. Alors, que se passe-t-il vraiment? Est-ce qu'une baisse éphémère ou bien une autre phase baissière comme celle que nous avons connue en 2014? C'est notre débat ce soir avec nos invités. Il s'agit sans plus tarder de M. Abdelmajid Attar. Vous êtes ancien président directeur général de Sonatra, conseiller ministre également, expert pétrolier. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. À vos côtés, Monsieur Morad Preur, vous êtes expert des pétroliers. Vous êtes également président du cabinet Émergie. Merci. Également avec nous, Monsieur Mostafa Mekidesh, vice-président du CNES, et également expert pétrolier, expert des questions énergétiques. Donc, merci d'avoir Merci de m'avoir invité invitation pour parler donc de ce qui se passe dans le domaine du pétrole avec un phénomène de yo-yo. Mais avant de commencer notre débat, je vous invite à suivre ce compte rendu, ce commentaire. Il est signé Amir Nebash et on revient juste après. Le prix du baril de pétrole s'est repris aujourd'hui et valait 60,64 $ pour livraison en janvier sur l'Intercontinental Exchange de Londres. Le Brent gagnait ainsi 1,84 $ par rapport à la clôture de vendredi. Sur les 7 dernières semaines, les prix du pétrole ont perdu près d'un tiers de leur valeur, tombant ainsi au plus bas depuis octobre 2017. L'effondrement des prix sur les marchés mondiaux serait lié aux craintes que l'Arabie Saoudite réagirait favorablement aux pressions du président américain Donald Trump, exigeant un prix bas du baril. Un refus de réduction de la production de l'Arabie Saoudite entraînerait inévitablement une réaction de la Russie qui préfère maintenir sa production à un niveau élevé. Pour l'année 2019, un baril inférieur à 60 $ serait inévitable dans le cas où les pays membres de l'OPEP ou ceux non OPEP ne réduiraient pas leur production. Il faudrait retirer du marché une quantité d'au moins 1,4 million de barils par jour pour avoir un prix moyen supérieur à 70 $ tout au long de l'année prochaine. En raison d'une hausse continue de la production et des stocks stratégiques américains, une réduction de l'offre des pays de l'OPEP et de non-OPEP serait déterminante pour la stabilité des prix. Les 6 et 7 décembre prochains, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ceux non membres dans la Russie tiendra une réunion décisive. Il est clair que lors de cette réunion, une réduction drastique de la production mondiale de pétrole doit être décidée pour éviter un effondrement des marchés déjà amorcé depuis au moins 7 semaines. Un baril inférieur à 60 $ aura un impact négatif sur les économies de presque la majorité des pays exportateurs d'hydrocarbures. Alors, on commence avec vous, M. Abdelmajid Attar. Beaucoup de choses à dire autour de ce qui se passe dans le marché pétrolier. Mais d'emblée, comment expliquer ce phénomène de yo-yo? Il y a quelques semaines, on parlait d'un baril de pétrole avoisinant presque les 100 $, alors qu'aujourd'hui, on a touché la barre symbolique, sous la barre symbolique des 60 $. Oui. Non, il y a une véritable panique. Il y a une véritable panique en matière d'offres et de demande. D'abord, il y a trop de pétrole sur le marché, de toute façon. Au début, on a expliqué cette baisse parce que avant le 4 novembre, la plupart des acheteurs, des traders, des spéculateurs aussi, il y a beaucoup de gens qui ont acheté beaucoup de pétrole, qui ont stocké, pour la simple raison qu'ils attendaient un petit peu l'application des sanctions américaines sur l'Iran, au-delà du 4 novembre. Donc on a acheté, stocké, etc. Et puis le 4 novembre est venu, Trump est sorti avec une information de taille en disant voilà, écoutez, bon, 8 pays peuvent acheter encore pour 6 mois. Ça a déstabilisé complètement le marché subitement. Et à ce moment-là, comme il y avait beaucoup de pétrole sur le marché, tout le monde essayait de s'en débarrasser. Ça, je vous explique un peu la panique qu'il y avait sur le marché. Maintenant, moi je crois qu'il ne faut pas analyser en fonction de ce qui se passe de façon conjoncturelle simplement. Il faut voir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Le monde est en train de muter. Les modèles de consommation sont en train de changer. Les ressources qu'on utilise sont en train de changer. Le monde futur, ça va être un monde électrique.
le transport qui consomme pratiquement 70% du pétrole, si ce n'est pas plus, va être de plus en plus électrique. Les voitures électriques, en 2040, il y aura pratiquement essentiellement que des voitures électriques. En 2050, ça va être encore pire. Donc, ce monde qui change, il entraîne automatiquement un nouvel équilibre entre les différentes ressources. Sans compter que les pays, les consommateurs, voyant un petit peu ce qui va venir, ils sont en train de s'adapter. Donc, vous voulez dire efficacité énergétique, énergie renouvelable, progrès technologique. Vous voulez etc. dire que la multiplication des facteurs augmente le degré d'incertitude? Absolument. On est, en ce moment, moi je considère que nous sommes dans une phase d'incertitude qui ne permet pas de faire des prévisions même pas à moyen terme sur l'évolution des prix. Ce que je pense personnellement, c'est que le prix va rester pratiquement très bas. Très bas, quand je dis, c'est relatif. Hein. J'espère qu'il va rester autour des $70 sur les années qui vont venir. Mais il pourrait parfaitement descendre en dessous de $60 pour peu qu'il y ait, par exemple, d'autres, par exemple, événements géopolitiques, comme ce qui se passe, ce qui s'est récemment passé, par exemple, l'Arabie Saoudite, maintenant le plus gros producteur, il est pratiquement sous la pression des États-Unis. Hein. Comme c'est lui qui faisait l'équilibre au sein de l'OPEP. On y reviendra. Alors, toujours la même question, Monsieur Mourad Traor. Donc, on parlait d'un pétrole presque à $100. Aujourd'hui, il est à 60. Alors, je vais être en désaccord. D'habitude, c'est sur la géologie. Aujourd'hui... c'est bien, c'est ce qui enrichit le débat. D'abord, fondamentalement, la demande des pays de l'OCDE, hein, qui est en train de basculer vers l'électrique, elle est passée de 50 millions de barils par jour en 2010 à 45 millions de barils par jour en 2016. Hein. Ce qui n'a pas empêché la demande mondiale de grimper à un rythme, et les 10 prochaines années, elle grimpera à un rythme de 1,3-1,4 million. La Chine et l'Inde. 80% de la croissance de la demande viendra des pays émergents, et c'est une demande qui est incompressible, c'est-à-dire 27 Chinois sur 1000 ont une automobile, 12 Indiens sur 1000 ont une automobile, contre 721 Américains sur 1000. Contre 500 Européens sur 1000. Donc je ne pense pas que le pétrole descende en dessous il fait un gros tiers, 34% de la demande mondiale d'énergie, et en fait les hydrocarbures, pétrole et gaz, ils sont dans un sentier de 55% de la demande mondiale d'énergie, et ça va rester comme ça jusqu'à 2050. Mais je ne pense pas qu'on ait un nouveau paradigme en matière, un nouveau paradigme en matière de mobilité est en train de naître avec l'électrique. Mais est-ce que les paradigmes actuels suffisent pour justifier cet effet yo-yo dans les prix? Alors justement, j'étais dans des réunions pétrolières et énergétiques à Paris la semaine passée, et notamment à la réunion d'un think tank dont je fais partie. Et je posais la question à un ami, un expert pétrolier comme Majid, avec lequel on se crêpe le chignon de temps en temps. J'ai dit, les États-Unis, avec 48 milliards de barils de réserve, ils ne vont pas casser la baraque pendant longtemps. 48 milliards, ils ont le niveau des réserves libyennes, pas plus. Les réserves mondiales sont de 1700 milliards de barils. Les États-Unis, c'est rien d'autre que 3% des réserves mondiales. Aujourd'hui, le pétrole... Alors, attends, on va y arriver. Donc, les réserves américaines, si vous voulez, le problème dans notre industrie, je n'ai pas dit ce que m'a répondu mon ami, et avec lequel je suis d'accord, c'est que nous avons une industrie de long terme, de très long terme. L'explorateur que tu es le sait parfaitement. Mais elle fonctionne selon des mécanismes boursiers de court terme, parce que la variable d'ajustement, c'est le prix du pétrole. D'accord. Donc ce qui se passe actuellement, à mon avis, est un accident.
nous ne sommes pas réellement dans un cycle baissier. Nous avons une demande nous avons la crise économique mondiale qui a affecté la demande, alors qu'il y avait en même temps la révolution des schistes américains, 48 milliards de barils, pas plus de réserves, et en même temps la surproduction de l'OPEC. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, pour ce qui est de l'embargo iranien, les compagnies pétrolières, il a été annoncé en mai par Trump. Les compagnies pétrolières ont commencé à se montrer bons élèves et à appliquer cet embargo depuis. Il était effectif avant les élections, avant novembre. Hein. Le problème, il y a eu cinq paramètres qui ont joué. Premièrement, l'augmentation de la production américaine, qui est de 1,4 million de barils par jour. Pour ce qui est du pétrole, si on ajoute le brut et les liquides, on est à 16 millions de barils par jour. Et si on ajoute les biocarburants, on est à 18 millions de barils par jour. Donc c'est vraiment un coup de bulldozer qui est frappé au niveau de l'offre, par l'offre américaine. Le deuxième, c'est les pressions qui sont exercées sur l'OPEC. Le troisième, c'est les exemptions qui donnent à penser que les États-Unis, comme dit Majid, ne sont pas aussi sévères que ça. Le troisième, la hausse des stocks, 423 millions de barils. Le cinquième, c'est les tensions commerciales qui font craindre. Moi, je crains une récession parce qu'on est dans des cycles de Kondratiev tous les 10 ans, 87, 97, 2017. Et 2007 et on est en 2017. Et donc il y a un risque Et le sixième paramètre, c'est le dollar fort, parce qu'il y a une anticorrélation entre le prix le dollar et le prix du pétrole. Donc et ces 6 facteurs, les États-Unis, si vous voulez, tournent autour des États-Unis. Et les États-Unis, de manière délibérée, agissent sur 2 facteurs, l'injonction à l'Arabie saoudite et les exemptions. Alors il y a un paramètre important. Nous sommes en présence aujourd'hui de 2 dirigeants, le président Trump et Mohammed Ben Salman, qui sont impulsifs, agressifs et imprévisibles. À mon avis, il ne faut pas penser que l'Arabie saoudite va céder de manière aux injonctions américaines le 6, ça va être plus compliqué. On reviendra à cette question plus précisément, notamment sur les capacités de l'Arabie saoudite à financer la guerre entamée au Yémen, mais aussi le projet de 2030. Mais je reviens à vous, ou plutôt je vous donne la parole, M. Mostafa Mikidej, toujours la même question. Est-ce que vous avez une autre explication par rapport à ce phénomène Oui, vous me permettrez de vous rappeler que sur ce plateau, la dernière émission, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas contre toute attente, donc j'avais dit, donc et c'était l'avis d'un certain nombre d'experts, mais en Algérie, donc cette position n'était pas très très bien comprise, que lorsque le 1er octobre 2018, le baril atteignait 83 $ le baril, on a vu donc un optimisme, j'allais dire, démesuré et inacceptable, en disant, bon, finalement, donc il est possible que ça va augmenter à 90, certains même parlaient, vous l'avez rappelé, de 100 $. Je vous avais dit à l'époque que le facteur, la variable d'incertitude, qui était la mise en œuvre réelle ou partielle où donc des sanctions américaines allaient être le facteur géopolitique, en tout cas sur le court terme, qui allait donc nous donner une visibilité sur l'évolution des prix du pétrole. Voilà donc la position de Trump a été finalement une position qui était dans les scénarios possibles. C'était de ne pas, si vous voulez, appliquer les sanctions à l'ensemble des pays qui achetaient du pétrole iranien, sachant que s'ils le faisaient, on retirait du marché de 1,1 à 1,5 million de barils jour, ce qui aurait
donc était un facteur d'augmentation des prix. Il a parfaitement compris. Sa priorité à lui, c'est America First. C'était que les prix des hydrocarbures baissent encore. Et donc, il a fait donc, de la politique à géométrie variable. Il a autorisé les plus gros consommateurs de ces 1,4 million de barils jour en provenance d'Iran à pouvoir continuer de consommer. Les waivers dérogation. Donc, j'ai pas terminé. Donc, vous avez donné plus de temps à mes amis, donc vous me permettrez de consommer le même temps. Donc, en ce qui concerne, si vous voulez, donc, cette situation, alors que l'effet d'annonce de ces sanctions, dès mai de l'année en cours, avait entraîné le retrait, par exemple, de Total. Des gisements gaziers et des gisements d'Iran et lui a pris donc la décision de faire de laisser si vous voulez dans l'offre globale la production iranienne en vérité 6 mois, mais ça va être probablement reconduit. Ça c'est le premier aspect. Moi je pense que sur le plan maintenant si vous voulez, rapidement, 2 mots sur les perspectives. On a les 3 producteurs qui sont sur le podium, autour de 11, donc un peu plus, un peu moins, de 11 millions de barils jour, que sont les USA, l'Arabie Saoudite et la Russie. Effet de calendrier ou effet du hasard, ils vont se rencontrer au G20 de Buenos Aires dans quelques jours. Et c'est là que va, à mon avis, se décider de façon informelle. Est-ce que si vous voulez, la position sous-entend que la réunion de l'OPEP ne pèsera pas beaucoup sur le... Elle pèsera moins, en tout cas, beaucoup moins, et probablement pour la raison géopolitique qui a été évoquée par mes collègues, du fait que l'Arabie Saoudite a des marges de manœuvre très étroites, compte tenu, si vous voulez, des derniers événements, notamment de l'assassinat du journaliste. Alors, pour résumer ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, ou peut-être l'hypothèse qu'actuellement, c'est le président des États-Unis qui est le maître du jeu? Pas tout à fait quand même, non. Avant peut-être de parler du président, moi je reviendrai un petit peu aux paramètres évoqués par mon ami Morad. C'est que tous les paramètres que tu as évoqués sont des paramètres pratiquement qui laissent prévoir en quelque sorte soit une baisse de la consommation, soit une baisse de prix, soit une orientation, c'est-à-dire une modification du modèle de consommation. Et à ce moment-là, un appel à des énergies, à des ressources alternatives, globalement. Voilà, c'est ça donc, or, qu'est-ce qui se passe? Les deux seuls paramètres fondamentaux du marché pétrolier qui demeurent aujourd'hui, un petit peu, c'est l'offre et la demande. Il faut reconnaître que c'est vrai, dans le monde, l'offre, ou plutôt, je parlerai de réserves, parce que c'est beaucoup plus moi. Les réserves sont de plus en plus faibles. C'est conventionnel, hein, conventionnel. Tandis que les réserves non conventionnelles, grâce au progrès technologique, vont jouer un rôle de plus important. Mais ce sont beaucoup plus des réserves de gaz. C'est pour ça que moi je dis, aujourd'hui, la consommation future à moyen et à long terme, disons, peut-être pas à moyen terme, mais à long terme, elle va être beaucoup plus influencée d'abord par un appel à une nouvelle ressource énergétique. Une nouvelle ressource, en premier, moi je pense au gaz, bien sûr, ça va de soi. En deuxième, l'économie d'énergie, qu'on peut considérer comme ressource. En troisième, les énergies renouvelables. Et c'est ça qui va beaucoup plus influencer le marché pétrolier, bien sûr, auquel il faut rajouter les paramètres géopolitiques. Et là, je reviens effectivement Désolé, mais aujourd'hui, depuis son élection, le président Trump a bouleversé complètement les équilibres économiques, énergétiques dans le monde. Oui, je voudrais juste ajouter une remarque sur les prix là, que vous avez indiqué. Je pense qu'un des facteurs dont on ne parle pas, quand on parle des États-Unis, on en parle de façon globale. On parle de Trump, mais aux États-Unis, il y a des investisseurs dans le secteur pétrolier qui sont le lobby pétrolier qui vont pas pouvoir accepter une baisse trop forte des prix pétroliers. Et ils vont constituer, si vous voulez, finalement, un modérateur de la baisse des prix, et ils vont jouer un rôle, je pense. Tu as bien fait de citer cela, effectivement. C'est pour ça que moi, quand je dis que les prix, il y a de quoi être alarmé, ça ne veut pas dire que les prix vont atteindre 20 ou 30 $. Parce qu'il y a une industrie d'abord américaine,
notamment celle du gaz de schiste et du pétrole de schiste, qui ne résistera pas à cela. Et à ce moment-là, le lobby dont tu parles, Voilà, il est à combien le baril qui arrange l'industrie américaine? C'est 45 dollars. Voilà. C'est ce Minimum, qui permet. minimum. Oui, oui. C'est qu'à 40 dollars, ils s'en sortent actuellement. Ils ont fait tellement de progrès. Ben oui, ils ont fait tellement de progrès que. Bon, évidemment, je te parle d'une moyenne. Hein. Mais il y a du pétrole de schiste, il y a du gaz de... Il y a du pétrole de schiste qui accepterait 25 dollars. Entre 20 et 25 dollars. Voilà, mais la moyenne, elle est de 45 dollars. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que je t'ai dit, en deuxième, j'ai cité le prix de 20 à 25, c'est dans le Dakota, effectivement. Mais aujourd'hui, la moyenne, disons, c'est 40 dollars. Voilà. Donc, aujourd'hui, effectivement, là, je reviens quand même au président Trump. Il a déséquilibré complètement les échanges dans le monde. Il est en train de faire une guerre économique à la Chine. Quelle va être l'issue de cette guerre? On ne la connaît pas encore, hein, on ne sait pas. Pour le moment, c'est beaucoup plus, c'est le marché pétrolier qui est en train de il se focalise sur l'OPEP, voilà, qui a quand même... Il se focalise sur l'OPEP. Moi, je suis désolé, il y a 2 semaines, quand il y a eu, je le répète encore, je l'ai dit ce matin à la radio, j'écoutais une interview de Macron, président français Macron. Et il a répondu de la façon suivante à une journaliste qui lui posait la question. Il lui a dit, voilà, on s'est mis d'accord. Le président Trump, moi-même, la chancelière allemande, pour tout faire pour que le pétrole, que le baril baisse. Une décision de l'OCDE, autrement dit. Et oui, voilà. Tout simplement. Exactement. Donc, et l'OCDE, comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, mais à partir de 2023, le taux de croissance de la consommation énergétique dans les pays de l'OCDE, et surtout d'hydrocarbures, va être négatif, selon les analyses que personnellement j'ai lues. Voilà ce qui va se passer. Évidemment, il y a les pays émergents, c'est vrai, la Chine et l'Inde, mais... Allez-y, l'Afrique, c'est pas tout. Il ne faut pas oublier l'Afrique. La question, d'abord, je vais commencer par... La question qui se pose dans un nouveau paradigme de la mobilité suppose donc l'électrique, suppose des batteries lithium-ion, suppose des ressources en cobalt, en lithium, etc. Ouais. 95% de la production de ces terres rares, pour l'instant, elle est en Chine. La croissance, la Chine, 1,3 milliard d'habitants, l'Inde, 1,2 milliard d'habitants. On ne peut pas penser que la mobilité électrique sera majoritaire dans ces pays. Tendanciellement, l'OCDE, sa demande pétrolière va baisser. Mais elle sera largement compensée par ces 80% de la croissance. Alors la question qui se pose actuellement, c'est la crise, à mon avis, la face cachée de la crise, c'est que c'est toute la géopolitique pétrolière qui est en train de se jouer, c'est l'accès des ressources pétrolières de la Chine qui sera première puissance mondiale en 2030. D'accord. Et comme les États-Unis avec la crise et l'OCDE avec la crise syrienne ont redonné la main à Poutine et à la Russie en Syrie, et ont participé à une espèce de construction d'un axe Téhéran, Moscou, Damas, et donc l'accès de l'Iran en Méditerranée orientale. Comme aujourd'hui, il serait naïf de penser que Mohammed Ben Salman et l'Arabie Saoudite sont désemparés et sont sans aucune arme face aux États-Unis. Permettez-moi de poser une question dans ce sens, justement, Morad. Alors, qu'en est-il à l'alliance qu'on a vu naître lors des dernières réunions entre l'Arabie Saoudite et la Russie? La presse russe parle d'alliance révolue. Je vais répondre. Pour l'instant, l'Arabie Saoudite, un officiel saoudien a déclaré, l'Arabie Saoudite répondra à toute action contre elle par une action encore plus grande. L'Arabie Saoudite joue un rôle effectif et vital dans l'économie mondiale. Ça veut dire guerre des armes du pétrole. Le directeur de la télévision Al Arabiya, qui est la télévision un peu officielle,
Il a dit que si on touche à l'Arabie Saoudite, en fait, la crise qu'a provoqué le crime qui a été posé, qui a été commis en Turquie, en fait, elle pose différemment la question de l'insertion de l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que autant elle était en mesure de faire des concessions, peut-être auparavant, autant aujourd'hui elle est obligée d'être dans une attitude offensive. Et le directeur disait la Russie et la Chine peuvent être des pays alternatifs pour satisfaire les besoins militaires. Et il dit en cas de sanctions, le Hamas et le Hezbollah se changeront d'ennemis en amis. Ça veut dire que c'est tout l'axe Arabie Saoudite, Israël, États-Unis qui se constituait au Moyen-Orient, qui est en train d'être fragilisé. C'est-à-dire que Mohammed Ben Salman a une arme de négociation, contrairement à ce qu'on pense. Ça veut dire qu'il ne va pas aller à la réunion de décembre de l'OPEC en cédant à toutes les injonctions des États-Unis. Deuxième élément. Suffisant, deuxièmement, l'industrie pétrolière, comme disait Mathilde tout à l'heure, est en souffrance. Les investissements ont baissé de 1000 milliards de dollars depuis 2014. Et on va rester sur ces questions géostratégiques et on revient. Allez-y, Moustapha. Un autre aspect de la question qui est celle des besoins de l'Arabie Saoudite en cash. Et vous savez que ils sont en déficit budgétaire. Oui, 100 milliards. Vous savez qu'ils ont été ils sont allés sur les marchés internationaux pour emprunter. Et vous savez aussi qu'ils ont donc un programme d'investissement pharaonique, notamment dans le projet 2030, dans le renouvelable. Donc ceci donc aussi limite leur marge de manœuvre pour pouvoir être, comme tu l'as si bien dit, Mourad, donc ça ne les a pas empêchés d'augmenter leur production. Non, mais là, ils sont en train de jouer entre deux eaux, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils limitent aussi la casse. Ils n'ont pas intérêt à ce que les prix aussi redescendent trop bas. Maintenant, sur le tout électrique, puisque le débat était ouvert là-dessus, j'ai une position médiane que celle développée par mes deux amis, parce que moi je la vois à l'aune de mon pays, à l'aune de si vous voulez, de la situation du point de vue énergétique, du modèle énergétique dans mon pays. Je viens d'assister à un séminaire international sur si vous voulez, l'électricité, production d'électricité, énergie renouvelable ou énergie conventionnelle ou énergie carbonée. Est-ce que c'est un dilemme ou est-ce que en tout cas c'est une problématique chez nous? Et le consensus s'est fait au cours de ce séminaire, c'est que le gaz va encore avoir une place dans la génération électrique, dans tous les cas, d'abord pour la production d'électricité pendant encore de longues décennies. Et l'utilisation, si vous voulez, des énergies renouvelables comme facteur, si vous voulez, de génération électrique pesant de façon fondamentale, donc va prendre du temps. C'est ça le principe de réalité. Mais sur le reste, je pense aussi que sur les choix stratégiques qu'on doit faire, notamment pour l'automobile, puisqu'on parle de mobilité. Oui. Chez nous, si on attend 2 décades pour pouvoir intégrer, si vous voulez, des biens et des services de consommation locales pour pouvoir donc produire des voitures, donc au moment même où on change de paradigme. Donc il va falloir se poser la question, est-ce que dans notre industrie automobile, notre stratégie n'est pas celle d'aller vers l'électricité aussi, vers les voitures électriques, et ne pas rester dans la seule stratégie de voitures qui utilisent des carburants liquides. Je suis choqué qu'il n'y ait pas de et je suis d'autant plus montées en Algérie. Et dans tous les programmes que nous avons vus, et tous les constructeurs qui viennent ici en Algérie, aucun d'entre eux n'a évoqué la possibilité d'une usine d'automobile électrique. Je ne vois pas pourquoi. Et donc, il va falloir...
Oui, il développe le diesel alors que nous avons un problème, on l'importe. Est-ce que c'est par rapport au coût ou c'est simplement un choix? Il y a les intérêts. Donc ils sont sur ce qu'on appelle, si vous voulez, ce sont des business models qui sont vieillissants dans leur pays. Voilà. Ils veulent les reproduire dans les pays dits émergents, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas, si vous voulez, suffisamment de réglementation en matière, si vous voulez, d'émissions de CO2, etc. Et de ce point de vue-là, je pense que sur le plan, et j'observe que dans mon pays, on a trop souvent des visions court-termistes dans les politiques économiques et on n'intègre pas les visions à long terme. Je ne parle pas des prospectives, notamment dans les stratégies de branches telles que l'automobile et telles que probablement d'autres branches. Même sur l'aspect, si vous voulez, qui a été évoqué par notre Premier ministre lors du séminaire international qu'a fait Sonatrach en disant « nous allons exporter de l'électricité en Europe ». Mais il y a des conditionnalités. Il faut voir quelle est l'évolution à long terme des prix d'électricité en Europe avant de s'engager dans cette voie-là. Est-ce que d'abord les questions de stockage d'électricité seront résolues? Je parle d'électricité provenant du solaire, hein, au moment où nous-mêmes, nous allons continuer à consommer du gaz pour pouvoir satisfaire nos besoins. Alors, toutes ces questions, à mon avis, doivent faire l'objet d'un approfondissement en termes de réflexion et non pas rester dans des politiques de court terme qui finalement s'avèrent inefficaces, comme le fait, par exemple, d'attendre de perdre les occasions dans la pétrochimie, de développer dans les années 70 et 80, alors que les plans étaient là, l'argent était là, la volonté, donc là, et ce qu'il fallait faire dans la deuxième génération en pétrochimie, on ne l'a pas fait. Donc ça, à mon avis, les visions à long terme doivent être également convoquées pour pouvoir faire notre nouveau paradigme de croissance. Alors, autrement dit, sommes-nous condamnés à suivre de très près les cours du pétrole et pour combien de temps? Oui, oui, absolument. De toute façon, bon, condamné, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement. C'est ce que moi je dirais que c'est pas demain que la rente pétrolière. Parce que le problème pour l'Algérie, pour revenir un petit peu à ce que disait Mustapha, c'est pas tellement au point de vue sécurité énergétique. Par exemple, nous, bon, on a des réserves quand même qui peuvent nous suffire largement jusqu'aux années 40, etc. Sauf que c'est la rente qui est en train de ronger un petit peu, de mettre en danger cette sécurité énergétique. Donc, condamner, il faut changer non seulement de modèle de consommation énergétique, mais aussi de modèle économique. C'est pour ça qu'on doit parler de transition économique aussi. Il faut créer de nouvelles richesses. Mais ce n'est pas du jour au lendemain. Bon, on l'a vu aujourd'hui avec la mine de phosphate qui a été inaugurée, créer de l'emploi, ça c'est la chose la plus importante, qui va ramener aux environs de 2 milliards de dollars dans quelques années, c'est pas pour demain, bien sûr, il y a encore d'autres projets et tout, mais c'est à l'horizon 2023 que commencera la production. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va remplacer la rente pétrolière en 2020, en 2025 et même en 2030. Hein. Et là, c'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. Maintenant, je reviendrai un petit peu pourquoi il faut... moi, je dirais qu'il ne faut pas rester figé et regarder le prix du pétrole. Il faut essayer de voir où est notre intérêt. Moi, je pense que l'intérêt de l'Algérie, c'est le gaz naturel. Le peu de pétrole que nous avons aujourd'hui, nous allons continuer à le produire, nous allons continuer à en consommer, à exporter ce que nous pouvons. Mais l'essentiel en matière de ressources énergétiques en Algérie, c'est soit du gaz naturel, soit des énergies renouvelables. Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est dans ces deux domaines-là qu'il faut mettre le paquet. Parce que dans le monde entier, c'est exactement ce qui va se passer. En 2000, les années 2040 ou aux environs entre 2040 et 2050, plus de 40% de l'énergie électrique dans le monde, y compris les pays émergents, viendra du gaz. Plus de 40%. Ça, c'est les dernières analyses les plus récentes. C'est pratiquement les plus récentes. On a reçu les mêmes rapports par email. Avec ces réserves de schiste, Mourad, parce que l'Algérie n'est pas quelque part... Il n'y a pas photo, quoi. Bon, avant de... Je vais répondre à ta question. Mais je voulais insister tout à l'heure pour dire que l'industrie pétrolière est en grande souffrance. Ce qu'avait dit Mustapha tout à l'heure à propos de la marge de manœuvre en matière de baisse des prix est très juste. C'est-à-dire que même si le coût de production
moyen aux États-Unis de 45 dollars le baril, on estime que bon, les gains de coûts de production depuis que l'aventure des pétroles de schiste a été engagée ont été de 35%. On a étranglé les sociétés de services, le progrès technique a fait le reste, mais on estime que seuls 33% de ces gains sont irréversibles. C'est-à-dire que les prix les prix des pétroles de schiste vont augmenter. Et ce que je n'avais cessé de dire... Le prix de revient. Le prix de revient, oui, oui. C'est bon. Il va cesser d'augmenter exponentiellement. Et deuxièmement, en matière de découverte, ce que disait tout à l'heure Mazid, le cabinet Wood Mackenzie, on a découvert 2,7 milliards de barils de pétrole. Les réserves mondiales sont de 1700 milliards de barils. Ils disent que c'est le niveau le plus bas depuis 1947. C'est-à-dire que les découvertes baissent. Et ce que je n'avais cessé de dire, je le retrouve chez Fatih Birol, qui est un expert de référence et qui est le directeur général de l'AIE, qui dit que le marché rentre dans une nouvelle ère d'instabilité et de volatilité. Et il dit que du fait du manque d'investissement, la production va baisser de 8% par an d'ici 2025. C'est l'AIE qui le dit. Donc un baril à 100 dollars n'est toujours pas écarté. Un baril à 100 dollars... je pense que le niveau de 100 dollars est structurel. La tendance lourde est une tendance haussière. Elle est contrariée par des facteurs et des tendances baissiers qui sont la crise économique, le jeu des fondamentaux, la géopolitique, etc. Ce que je veux dire à nos concitoyens, à notre gouvernement, etc., c'est qu'il faut garder son sang-froid. La crise est une crise qui est conjoncturelle. Il faut voir l'avenir. Le prix du pétrole va monter. Il va monter. Moi, j'estime que le choc, et on va avoir un effet de ciseau, le fait que les 1000 milliards de dollars d'investissement en exploration-production qui ont disparu vont produire un choc entre 2020 et 2025. En tout cas, la décennie... Mais est-ce que 2019, ça sera une année... Non, attends, je termine. L'accroissement de la demande, il est en moyenne de 1,3 à 1,4 million de barils par jour. Ça veut dire que dans 10 ans, il faut découvrir une nouvelle Arabie Saoudite. D'ici 2030. D'ici 2040, il faut découvrir 2 nouvelles Arabies Saoudites pour satisfaire la croissance de la demande. C'est indéniable. C'est pour ça que je dis il faut déconnecter notre croissance du marché pétrolier qui est convulsif, qui est instable. C'est suicidaire d'être dépendant du marché pétrolier. Non, et deuxièmement, il faut voir... Mais avons-nous déjà le choix? J'aimerais, écoutez, parce que pour que je ne perde pas le fil. Non, parce que moi je ne suis pas en train de dire qu'il faut... c'est pas du pessimisme. C'est-à-dire le prix va augmenter. Oui, il peut augmenter à 100, 150 dollars le jour, effectivement, où il y aura moins de pétrole. Mais à ce moment-là, nous, parce que moi je pense à l'Algérie, à mon pays, combien je pourrais à ce moment-là exporter? Si à ce moment-là je pourrais exporter peut-être 200 ou 300 000 barils jour, même si le prix est de 200 dollars, qu'est-ce que ça va me rapporter? Rien du tout. C'est pour ça que je dis, non, c'est le gaz naturel. Je suis désolé. Je vais pas graisser. C'est le gaz naturel. On va donner la parole à Moustapha Mekides. Oui, mais un taux de 27%. Il faut pas rêver aussi. Je vais essayer de modérer, si vous permettez. Allez, vas-y. On n'est pas dans un panel scientifique ou dans un panel académique. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a 2 idées. L'idée, ce qui intéresse l'opinion publique, je crois, et ce qui intéresse également notre Parlement qui va voter Ça y est, elle est votée, je crois. Elle est votée, donc ça, je te prends une seconde. L'Algérie a un avenir pétrolier. Oui, très bien, très bien. Oui, très bien. Non, mais c'est ce que je voulais dire simplement. Gazier, oui. Et gazier. Si vous me donnez la parole, si je peux en placer une. Donc, premièrement, c'est la défense à minima des 60 dollars. Je pense que ça doit être le premier combat de l'OPEP, parce que l'OPEP n'est pas enterrée, elle a su, avec la conférence... Mais est-ce qu'elle a une marge de manœuvre, justement? Je pense que
l'Arabie Saoudite étant membre de l'OPEP, elle-même étant dans une dualité où elle ne peut pas laisser filer trop bas les prix du pétrole, je pense qu'à Buenos Aires, parce que c'est là que ça va se passer d'abord, à Buenos Aires, au cours de la probable réunion informelle du G20, USA, Arabie Saoudite, Russie, le 60 $ sera donc le minima. Donc. Maintenant, sur la réunion de décembre de l'OPEP, je pense qu'avec la pression des autres pays qui ont des besoins financiers très importants, je pense au Nigeria, je pense également à l'Algérie, je pense à d'autres pays qui sont des poids lourds de l'OPEP, je pense qu'il peut y avoir, si vous voulez, une défense de ce... Avec le troisième facteur, c'est celui du lobby pétrolier américain qui, lui, va vouloir continuer à avoir un prix acceptable et c'est pas, il ne peut pas être au-dessus de 60 $. Ça, c'est le... Je voulais poser une question, Mostafa Mekidesh, personne ne m'a répondu tout à l'heure. Oui. Concernant l'alliance nouvellement créée, j'allais dire, entre la Russie et l'Arabie Saoudite, quel est son avenir? Moi, je pense qu'elle tiendra. Oui. Je pense qu'elle tiendra. Elle tiendra je vous le dis, tous pourquoi les deux, les économies dépendent. On va laisser Mostafa Mekidesh. Donc je pense qu'elle tiendra. Pourquoi? Parce que déjà, il y a eu un premier signal, c'est sur la position de la Russie, sur l'assassinat de Khashoggi, du journaliste, qui a été une position, j'allais dire, qui n'a pas mis en difficulté outre mesure l'Arabie Saoudite. Et le deuxième point, c'est que les deux pays, paradoxalement, ont les mêmes besoins financiers. Et donc, sur cette base, leur accord, leur position converge objectivement. Objectivement, leur position converge. Je pense que contrairement à Sputnik, vous avez cité Sputnik, je crois une dépêche de Sputnik qui a repris un article. Je pense que ça tiendra. Et je dirais même plus que dans la réunion... Eux, ils disent que ça ne tiendra pas. Hein. Moi, je pense que ça tiendra pour des raisons... C'est mon analyse, en tout cas. Ils sont condamnés à s'entendre. Même si c'est pas, même s'ils sont sur des positions idéologiques et géostratégiques différentes, ils ont donc un intérêt conjoint à ce que le prix du baril ne descende pas trop. Et on n'est pas dans la position de 2014, la crise que l'on vit là, n'est pas celle que nous avons connue, la longue crise avec un cycle long de 2014 jusqu'à 2017. Donc je pense qu'on est plus donc des prix du pétrole à 30 $, c'est à écarter. Non, je pense que c'est à écarter. Non, ça, absolument, c'est à écarter. Je pense qu'on sera autour entre 60 et 70. Nous, on souhaite entre 70 et 80, entre 60 et 70. La déclaration du président directeur général de la Sonatrach qui dit... Et sur l'idée intéressante qu'a développée Mourad, sur la déconnexion du marché pétrolier pour notre modèle économique, moi je pense que c'est ça, il ne suffit pas de le dire, il faut l'acter, il faut le mettre et il faut avoir des visions de plus long terme. Et il va falloir donc avoir une rationalité budgétaire sérieuse. Et donc, parce que pour pouvoir développer d'autres ressources, par project financing et par un endettement auquel on va revenir, ça, il faut pas se leurrer. On n'a pas besoin d'experts étrangers et du groupe International Crisis pour nous le rappeler ou pour nous le dire. Nous savons que nous allons à terme, nous allons à l'endettement parce que progressivement, nous avons fait preuve de résilience. Peu de pays pensaient que l'Algérie allait faire preuve de résilience de 2014 à 2017. Ils prévoyaient pour nous le Venezuela en 2016. Ça, j'ai les écrits, je peux vous le rappeler. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir, de ce point de vue-là, avoir une plus grande rigueur dans la rationalisation budgétaire. Donc, on ne peut plus continuer à laisser les réformes ne pas se faire, notamment sur le modèle de consommation. Il y a des gaspillages énormes, pas seulement dans l'énergie, dans la consommation du pain, dans la consommation... Il va falloir donc également que l'épargne interne, notamment dans notre secteur privé, participe aussi à l'effort d'investissement. Donc le modèle, si vous voulez, de financement de l'économie doit changer et également aller vers la rationalisation de l'utilisation de l'énergie, par exemple. Mais le faire réellement, ne pas céder à un populisme finalement qui n'est pas efficace. Alors, il y a aussi une question... oui, juste en matière de prix, effectivement, de là à imaginer que les prix reviennent à 30 $, je ne pense pas.
parce que, effectivement, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. On n'est plus en 2014, comme il a dit, comme Mustafa. Mais, personnellement, je ne pense pas que le prix puisse dépasser les 70 $ dans les années à venir. Alors, justement, dans ce sens, une question qui s'impose, c'est autour de l'avenir de Sonatrach, qui a beaucoup d'ambition. Je vous pose la question. Je vais continuer sur ça, si vous permettez. Si je peux poser ma question. Oui, oui. C'est-à-dire que je voulais revenir sur les déclarations du président directeur général de la Sonatrach, Ould Qaddour, qui a parlé d'un prix, je crois, entre 75 à 80, qui arrange la Sonatrach notamment pour développer ses ambitions. Effectivement, c'est le prix, c'est l'idéal, c'est le minimum. Parce qu'il s'est engagé sur un programme de 56 milliards de dollars pour financer essentiellement l'activité amont, pour notamment augmenter les taux de récupération, comme tu l'as dit tout à l'heure sur Hassim Messaoud, par exemple. C'est vrai. Si on augmente de 1 ou 2%, on aura un gisement géant. Maintenant, tu le reconnais. Oui, mais je reconnais ça, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ce gisement qui va augmenter ta production, ton exportation. Ce que tu vas augmenter, tu vas le consommer ici en Algérie. Voilà, le problème, il est là. 50 milliards de barils, on a consommé 15%, un taux de récupération de 27%. 27%, ça fait 12 milliards. On a consommé la moitié, on n'a pas consommé 15 milliards, d'accord? On a consommé 6 milliards de dollars, un peu plus de 50%. 27, c'est 12. D'accord? Non, je donne les chiffres exacts. C'est 27%, le taux de récupération. Attends voir. Donc, mais ce que tu vas découvrir, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est la rente qui est en train. Le danger, il est dans la rente qui va baisser. C'est pas parce que ce que tu vas augmenter comme réserve et ce que tu vas augmenter comme production, tu vas le consommer ici. Et c'est pour ça, pour ne pas le consommer maintenant, c'est vrai, il faut développer. C'est l'économie d'énergie, c'est les énergies. Sur la transformation, pour la pétrochimie, pour le. Enfin, un petit peu pour la pétrochimie, c'est beaucoup. Si on continue à faire des véhicules comme on le fait, on en a parlé tout à l'heure. Je crois qu'il n'est pas prévu d'avoir des véhicules électriques en 2020 ou 2025. Non, mais il faut qu'on y aille. D'accord? Bien. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas croire qu'il suffit d'augmenter les réserves ou d'augmenter la production pour que tout augmente. Non, ce n'est pas vrai. Donc, je reviens au prix, avec effectivement entre 70 et 75, effectivement, la Sonatrach peut passer le cap parce qu'il est urgent. Parce que le plus gros retard qu'il y a au niveau du secteur des hydrocarbures, c'est la gestion des gisements actuels. C'est là qu'on peut effectivement augmenter nos ressources. Oui. Et si on les augmente aujourd'hui, on les aura à partir de 2025. On ne les aura pas l'année prochaine. D'accord? Même si tu investis aujourd'hui. D'ici 2025, tu continueras à puiser dans tes réserves. C'est ça qu'il faut voir en face. C'est pas tellement. Et je parle du pétrole. Hein. Pour le gaz, moi, personnellement, je suis optimiste. Mais pour le pétrole liquide, je suis désolé, je ne suis pas. Moi, je ne suis pas optimiste. Toujours à propos de la Sonatrach. Non, moi, je continue ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire que nous sommes dans une réalité nouvelle. L'industrie pétrolière, l'industrie énergétique est en train de vivre des bouleversements. Les compagnies pétrolières sont en train de devenir des compagnies énergétiques parce qu'elles sont concurrencées sur leur marché final, la mobilité par l'électricité, parce qu'elles ont en portefeuille 50% de réserves gaz-pétrole, et le gaz, c'est la génération électrique qui le tire. Tout ça fait que les compagnies pétrolières deviennent from well to wheel, du puits à la roue, des fournisseurs de carburant, de gaz, de kilowattheures, etc. Et la question qui se pose pour nous, les compagnies pétrolières nationales sont le grand acquis, pour moi, de l'histoire militante des pays producteurs. Les compagnies pétrolières nationales. Ce n'est pas les nationalisations. Les nationalisations ont permis la création de compagnies nationales. Si on avait nationalisé pour confier à des étrangers, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, les compagnies nationales sont en train de s'imposer pour être des agents actifs dans les transformations structurelles de l'industrie pétrolière internationale. Les Chinois ont donné l'exemple. Les Saoudiens, l'Aramco est une compagnie qui est très compétitive. Et en fait, la puissance pétrolière des pays producteurs
vient aujourd'hui davantage de la compétitivité de leur compagnie nationale, de leur pouvoir innovant, que du niveau de leurs réserves et de leur production. C'est-à-dire que Sonatrach doit avoir des réserves en international. Sonatrach doit être un leader sur le plan technologique. Mais est-ce l'ambition aujourd'hui, est-ce que la Sonatrach s'inscrit dans cette... Elle s'inscrit dans cette perspective. D'abord, le meilleur exemple, tu permets une seconde, Marc, le meilleur exemple, c'est qu'il ne vous a pas échappé que la Sonatrach est le premier producteur d'énergie renouvelable d'origine solaire, photovoltaïque, pour ses gisements. On redonnera la dernier mot. Je termine mon raisonnement. Ouais. C'est-à-dire que le grand acquis de l'histoire militante des pays producteurs, c'est les compagnies nationales. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de muscler Sonatrach, c'est de l'articuler aux universités. Il n'est pas normal que l'université de Ouargla ne soit pas une université leader dans l'industrie, dans les technologies pétrolières. Que l'université de la Roite ne soit pas une université leader dans les énergies, dans le gaz. Ou l'université d'Adrar. Il s'agit de construire des dispositifs qui donnent à Sonatrach la puissance pour qu'elle puisse s'imposer parmi les grands acteurs. Parce que quand elle dit elle rentre dans le top 5, moi je dis elle rentre dans le top 10 des compagnies pétrolières, mais il faut avoir de grandes ambitions. Sonatrach aujourd'hui, Mustapha le mentionne, elle lance un programme de 1300 mégawatts pour ses gisements solaires, de 1000 mégawatts. Et même un programme de 1300 mégawatts pour le grand public. Je pense que Sonatrach peut être le moteur de la transition énergétique parce qu'elle a une signature, elle a une qualité de signature, elle a un pouvoir de négociation, elle a l'expérience des grands partenariats. On le voit avec le projet, le phosphate. Oui, avec les Chinois. Donc il faut donner aux compagnies, à Sonatrach, vraiment l'envergure qu'elle doit avoir. Sinon, c'est comme le poussin qui est dans la coquille et qu'on empêche de casser la coquille pour devenir ce qu'il doit devenir. Voilà. Mustapha, dernier mot. Oui, ce que je voulais simplement dire, c'est que, alors, au terme donc, de ce débat très intéressant avec nos amis, donc je pense que le pessimisme doit... Non, tu as pas mal mené, je pense que c'était un débat intéressant. Donc, c'était... Et j'ai joué un rôle de modérateur, je pense... Non, ceci étant dit, je pense que le pessimisme doit être modéré. Ceci dit, sur le long terme, il va falloir le construire maintenant par la mise en œuvre de réformes pour pouvoir se passer de la rente dont parlait Abdelmajid tout à l'heure, en allant, vers la rationalisation de notre modèle de consommation énergétique. D'abord, commencer à rationaliser la consommation énergétique. On gaspille trop d'hydrocarbures liquides pour le transport. On gaspille trop de... Je ne parle pas du cadre bâti où rien n'a été pensé pour pouvoir... Je prends une seconde. La mobilité électrique. Et deuxièmement, aller vers des stratégies qui intègrent le changement de paradigme dans la mobilité avec des projets, puisqu'on veut aller vers l'industrie automobile, aller vers des projets également de voitures électriques, et puis aussi aller vers l'élargissement de nos réserves de gaz. Ça, c'est y compris pour les gaz non conventionnels, dits gaz de schiste, dont on a grandement besoin. Merci, Monsieur Mustapha Bekides, je rappelle, vice-président du CNES, expert pétrolier, pour pour votre intervention, tous ces éclairages. Merci également à vous, Monsieur Abdelmajid Attar, ancien PDG de la Sonatrach, ancien ministre également, expert pétrolier. Merci à vous également, Dr Mourad Preur, expert pétrolier et président du cabinet Emergency pour les questions stratégiques notamment. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous laisser ou nous suivre également, suivre la rediffusion de cette émission sur notre page Facebook et notre compte YouTube qui s'affiche au bas de votre écran. Sinon, pour ma part, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.